Chers téléspectateurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui décrypte, vous le savez, l'actualité sociopolitique. Ce autre numéro de Starcom s'intéresse à une épineuse question. Il s'agit bien sûr de celle des droits de l'homme en Guinée. Les droits de l'homme sont-ils respectés dans ce pays ? Pour répondre à cette question, je reçois pour vous sur ce plateau M. Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme, membre du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, Monsieur Kamano, et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. Ce n'est qu'un devoir. Alors, bien avant de commencer cette émission, vous allez d'abord accepter de nous présenter votre programme. Vous êtes, il faut le rappeler, membre du programme, activiste des droits de l'homme, membre du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. C'est de quoi il s'agit concrètement? Écoutez, la baïonnette intelligente, disons merci de l'opportunité que vous m'offrez, est un programme qui est suite de deux projets. Le premier projet, c'était le projet RPPC, qui est né au lendemain des événements de janvier et février 2007. Compte tenu de cette violence que nous avions orchestrée à la fin du règne du feu président M. Lansana Conté, vous savez, il y a eu la révolte lors des événements de janvier et février 2007, et tout ce qui était symbole de l'État avait été attaqué. Des mairies n'avaient pas été épargnées, même de volets d'actes de naissance. Tout ce qui était commissariat de police par endroit, tout ce qui était symbole de l'État, parce que la population en avait ras le bol de cette gouvernance, il y avait la corruption et tout. Écoutez, et le comble avait été atteint quand le défunt président s'était rendu à la prison pour chercher un de ses proches. Vous vous en souvenez? Bien, donc nous avions dit que c'est normal quand des populations sont exaspérées, en aura le bord, de l'exprimer. Mais s'attaquer à tout ce qui était symbole de l'État, c'est-à-dire le caractère violent qui avait prévalu pendant cette révolte, nous avons dit qu'il faut œuvrer dans le cadre de la culture du civisme. Donc on avait écrit en une ONG allemande, le Service pour la paix mondiale, le Wildfriedensdienst, basé du côté de Berlin. Du côté de Guinée, on avait comme organe l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Donc de là est né le projet RPPC, renforcement de paix et prévention des conflits, qui avait pour vocation d'aider la Guinée à la culture du civisme, à la lutte contre la violence. Donc cette structure nous a permis d'asseoir la coalition nationale pour la paix en République de Guinée, qui est structurée comme suit. Dans chaque région administrative, on a des cercles d'orientation pour la consolidation de la paix, qui sont des plateformes d'action, de concertation et d'action qui regroupent des acteurs étatiques et non étatiques et par endroits les forces de l'ordre, qui agissent dans l'alerte précoce, la prévention, la gestion des conflits et parfois même la gestion des rumeurs. Donc dans toutes les préfectures, on a ce qu'on appelle des alliances préfectorales de paix. Bref, voilà le réseau CNPG, la Coalition nationale pour la paix. Mais entre-temps, il y a eu les événements du 28 septembre 2009. Nous nous sommes dit, attention, la violence n'est pas l'apanage seulement des citoyens guinéens, d'autant plus que l'État a toujours été violent. Parce qu'il faut dire, l'État guinéen a toujours usé le caractère répressif envers ces populations. Les Camboiro, les événements dont je viens de parler, mais les éléments de 85, événements janvier-février, disons 28 septembre 2009, et même ce qui se passe actuellement, illustre parfaitement ce que je viens de dire. Bien, donc en ce moment, nous avons dit qu'il faut agir aussi à l'endroit des forces de l'ordre. Donc, on a initié la suite du projet, qui est le projet La baïonnette intelligente, qui avait pour vocation d'initier une sorte de pont. En ce moment, on s'était encore focalisé sur les jeunes leaders de l'Axe Hamdallah jusqu'à Kabelin, qui s'étaient connus dans le cadre de la récurrence des revendications, des manifestations revendicatives, et les forces de l'ordre qui s'illustrent dans le cadre de la répression. Donc, juin 2013, on a initié aussi une plateforme avec ces jeunes leaders. Nous avons initié ces jeunes à lutte non violente, prônée par les figures emblématiques de la lutte non violente, telles que Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Stéphane Hessel. On les a outillés sur
sur les questions des droits de l'homme, la surveillance et tout. Bref, aujourd'hui, la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie est une ONG qui œuvre dans le cadre de la lutte non violente, qui est installée d'ailleurs à Labé, qui a une antenne à Labé, une antenne à Kindia et qui a à Dibreka et qui a pour vocation aussi d'être une ONG nationale, de s'installer sur l'ensemble du territoire. Donc, en même temps, nous nous sommes tournés vers les forces de l'ordre pour un peu les rappeler. D'abord, la Guinée a pris beaucoup d'engagements dans le cadre sur les principes standards du maintien d'ordre, mais nous les avons outillés dans le cadre de principes de maintien d'ordre dans le respect des droits de l'homme. Donc, on a initié une sorte de pont entre ces plateformes de jeunes leaders de l'Axe et les services de sécurité. Voilà un peu les stratégies, disons, voilà un peu les structures sur lesquelles s'appuie le programme Démocratie sans violence, Baïonneté intelligente. Et ces structures, c'est nous qui les avons inspirées et nous les accompagnons depuis que nous les avons inspirées. Alors, l'objectif fondamental, c'est la culture du civisme, établir un pont entre les services de sécurité et ces jeunes qui réclament aujourd'hui. Alors, est-ce que après le lancement officiel des activités de votre plateforme, avez-vous obtenu des résultats? Si oui, est-ce que êtes-vous satisfait de ces résultats obtenus sur le terrain? Oui, disons que, c'est-à-dire notre vocation, la vocation du programme Démocratie sans violence, c'est d'aider la Guinée à la construction d'un véritable état de droit sans violence. Cela suppose un état fondé sur le droit qui sert à respecter les droits de l'homme, qui a des institutions républicaines qui fonctionnent de façon indépendante, conformément au rôle qui leur sont devenus, et que les libertés fondamentales s'exercent librement, sont garanties et protégées, et que les droits de l'homme soient vraiment... Malheureusement, ce n'est pas ce que nous sommes en train de remarquer sur le terrain. On a des normes juridiques très laborieuses. La Constitution guinéenne, en son article 5, stipule que la personne humaine et sa dignité sont sacrées. Oui. L'État a le devoir de les respecter et de les protéger. Et le législateur ne s'est pas s'arrêter là. Il a rappelé que ce sont des libertés fondamentales et que ce sont des droits qui sont en principe, je dis en principe, inaliénables, inviolables et imprescriptibles. Mais puisque en Guinée, on enregistre à longueur de journée la violation de ces droits et libertés, je dis qu'en principe, sinon, on a quand même qui va jusqu'à sacraliser la vie humaine. Bien, les résultats que nous obtenons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que s'il y a une volonté politique réelle, qu'il y ait des manifestations sans violence, les manifestations sans violence peuvent se produire. Vous avez vu comme celle le cas de 2019, oui. Autorisé par en principe, oui. Ce n'est pas le gouvernement qui autorise. Parce que l'article 22 de notre Constitution est très clair. Chaque citoyen, on n'a pas dit citoyen de la mouvance de l'opposition ou citoyen de manifester librement. Non, chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République. Oui. Vous avez vu, et l'article 10 consacre le droit de manifester. Et d'ailleurs, il faut le noter, c'est qu'en matière de démocratie, les socles, c'est le droit de manifester, le droit disons, la liberté d'expression. Bien entendu. Vous voyez. Donc, en principe, l'État ne fait qu'entériner, c'est des lettres d'information qui sont envoyées et que s'il y a logiquement, si on avait un État qui fonctionne dans les conditions, une justice qui répond aux attentes des justiciables, c'est que si une collectivité estime, c'est-à-dire elle ne donne pas un quitus favorable à une lettre d'information pour une manifestation donnée, elle motive, cette collectivité motive pourquoi elle ne le fait pas, parce qu'il faut le rappeler, si on sent qu'il y a de menaces à l'intégrité de l'État ou bien menaces à la sécurité de l'État, on peut le refuser. Mais il faut motiver. Et si le comité d'organisation n'est pas d'accord, en principe, il y a les voies de recours. Il y a la Cour constitutionnelle qui est la Cour qui est en charge de statuer sur les libertés fondamentales. Malheureusement, vous savez que les institutions encore sont caporalisées, vous savez comment ça fonctionne. Et voilà, généralement, c'est ce qui amène aux citoyens pour dire que les organisateurs, si l'État refuse, puisque l'article 10 de la Constitution ne le confère, de toutes les façons, nous marchons. Et vous avez vu, souvent, ces manifestations-là sont émaillées de violences, beaucoup de violences, des pertes en vie humaine, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de compter 117 morts de citoyens guinéens. Malheureusement, on n'a pas une justice qui sévit. On a une justice qui sévit, mais c'est une justice à double vitesse. Et c'est très grave. Donc, bref, aujourd'hui, les citoyens guinéens sont capables de manifester sans violence. Les forces de l'ordre, quand elles ne reçoivent pas
des instructions de réprimer, elles peuvent encadrer, les manifestants sans bavure policière. Et conformément, disons, à la théorie de la baïonnette intelligente et le dernier alinéa de l'article 6 de notre Constitution stipule qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits. Alors, M. Diallo, à votre avis, aujourd'hui, est-ce que, après l'analyse ou des enquêtes menées justement au niveau de l'axe de Hamdallah jusqu'à Kabylie en passant par Koza, Bambeto, Wanindara, à votre avis, qu'est-ce qui serait à l'origine de ces multiples revendications de la jeunesse de l'axe? Écoutez, les causes sont énormes. On s'est beaucoup intéressé à cette question. Et d'ailleurs, je rappelle, en 2015, on a le projet La baïonnette intelligente. Nous avons recruté des sociologues, nous avons recruté des économistes et des juristes pour mener des enquêtes sur les causes des violences au sein de l'axe. L'étude de recherche avait été pilotée par un sociologue, pas de moins, c'est Dr Banobari. C'est que les causes sont connues. Et d'ailleurs, à travers un film documentaire que nous intitulé Les affres de Balafre, que nous avons publié de façon officielle, il y a le diagnostic. Toutes ces causes sont identifiées. Et à mon avis, si l'État avait une volonté politique réelle d'apporter des réponses afin d'éradiquer cette violence, c'est un élément important avec lequel l'État pourrait travailler. Malheureusement, il n'y a pas cette... Bref, mais pour revenir à votre question, oui, c'est qu'il y a quand même les séquelles de la destruction de Kapororaï en 1992. Malheureusement, on a revu la même scène, ou pire, en 2018. Avec le régime Alpha Condé, où la plupart des citoyens de ce site ont été dégagés. Et quand il y a eu cela, vous savez que pendant les manifestations, il y a beaucoup de jeunes qui n'avaient pas depuis lors. Il y a eu beaucoup de parents qui sont rentrés, des jeunes qui sont là, qui ne connaissaient pas les villages, qui sont nés ici, qui sont restés. Donc il y a ce sentiment de frustration. Et il y a aussi que les jeunes de l'Axe réclament des infrastructures. Dans leur jeu, l'État est beaucoup plus présent par l'installation des commissariats de police, l'installation en ce moment, il n'y avait même pas de PA. C'est les commissariats de police, les gendarmes, et vous avez vu maintenant aussi les PA. Alors que vous ne voyez pas de centre de santé public. Est-ce que les récurrentes manifestations ne seraient-elles pas l'origine de l'installation de ces PA et de ces commissariats dont vous faites allusion? Écoutez, oui, vous savez, à mon avis, il faut relever une chose, malheureusement, qui est ancrée dans l'esprit des Guinéens. C'est-à-dire, la manifestation en tant que telle n'est qu'un droit constitutionnel qui doit s'exercer. Parce qu'il faut le rappeler, la construction d'un véritable état de droit, c'est une lutte permanente. Vous avez vu, souvenez-vous, la ségrégation raciale aux États-Unis. Il a fallu la dame Rosa Parks pour inspirer Martin Luther King. Il a fallu que celle-ci refuse de se lever pour un blanc, ce qui était la loi en ce moment, dans un bus, pour qu'il y ait une indignation. Et Martin Luther King s'est inspiré de là pour mener la lutte pour la reconnaissance des droits civils et politiques aux Noirs. S'il n'y avait pas eu Martin Luther King, j'en suis sûr et convaincu qu'Obama n'allait pas gouverner. Président des États-Unis. Président des États-Unis. Et jusqu'à présent, vous avez vu, avec l'actuel président, il y a des droits qui tendent à être menacés. Donc c'est une lutte. Oui, c'est une lutte. Donc en Guinée aussi, la lutte doit continuer. Mais ce qui est marrant, ce qui est déplorable, ce qui est à condamner, c'est la banalisation de la vie humaine. On ne doit pas diaboliser un manifestant. Mais ailleurs, comment ça se fait? Quand vous êtes capable de sortir un nombre de personnes important en tant que protestateur, c'est que les autorités font quoi? Les autorités vous écoutent, vous appellent à une table de négociation, vous écoutent et trouvent, même si ce n'est qu'une médiane, pour accéder à vos revendications. On a vu récemment les gilets jaunes en France. Les gilets jaunes. C'est les gilets jaunes, hein? Oui, les gilets jaunes en France, justement. En France, oui. La France, on ne peut pas se poser la question, est-ce que c'est un état de droit? Je réponds toujours, oui, c'est un état de droit. Vous avez vu les gilets jaunes avec une extrême violence aussi, s'attaquent quand même au bitume. Oui. Mais vous avez vu que Macron
les a reçus, ils ont échangé, ils ont discuté. Et la solution a été trouvée. Voilà comment alors, on doit Diallo, gouverner. À votre avis, de façon résumée, nous devons déjà passer à la pause. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés aujourd'hui en Guinée? De nos jours, les droits de l'homme sont malmenés. Les droits de l'homme sont massivement violés, systématiquement violés en République de Guinée. Alors, la liberté de manifester, la liberté d'expression, le droit à la vie, qui est l'un des droits les plus sacrés aussi, sont malmenés, sont violés de façon systématique, récurrente et permanente. Alors, nous marquons une courte pause. On revient sur ce plateau, bien sûr, pour continuer ce débat avec notre invité. Dans un instant, la reprise. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Chers téléspectateurs, on revient sur ce plateau pour continuer bien sûr ce débat avec notre invité, monsieur Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme, membre du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. Avec lui, vous le savez, on s'intéresse à plusieurs questions liées aux droits de l'homme en République de Guinée. Alors, monsieur Diallo, nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV, axé sur les droits de l'homme. On revient dans un instant pour le débat sur ce plateau. En difficulté en Guinée. Les droits de l'homme sont malmenés, les droits de l'homme sont reniés au quotidien. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, nous avons assisté à une litanie de violations des droits de l'homme et aucun cas pour l'instant n'a encore été élucidé, en tout cas de façon judiciaire. Nous avons assisté à de la répression de manifestations en Guinée. Nous avons assisté à des interdictions qui sont attentatoires aux libertés fondamentales, notamment l'interdiction de manifester et de cortège. Nous avons assisté à la dégradation des conditions de vie des Guinéens, des conditions sociales et environnementales. Nous végétons dans une insalubrité honteuse. Le pays est sale. La situation économique dégrégole. Les Guinéens ont du mal à assurer le quotidien, alors que ces droits-là relèvent des droits sociaux, économiques et culturels. L'État a l'obligation de les assurer. Donc, sur la question des droits civils et politiques également, comme je le disais, il y a beaucoup de manquements. Mais le droit à l'éducation, qui est aussi un droit socio-économique, n'est-ce pas? Ce droit n'est pas, la situation de ce droit n'est pas reluisante. Donc effectivement, l'État a encore beaucoup d'efforts à fournir pour respecter ses engagements internationaux en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Pour commencer par les événements du 28 septembre, moi je pense que les événements du 28 septembre, ce sont les forces vives qui avaient été victimes. C'est elles qui avaient été frappées au stade. Et après les accords de Ouaga en 2010, ce sont ces forces-là qui ont pris les rênes du pays. Et en principe, elles devraient tout mettre en œuvre pour que justice leur soit rendue. Mais nous sommes étonnés en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme que les victimes elles-mêmes entravent, n'est-ce pas, la réalisation de la justice. Ça, on ne sait pas pourquoi. On pense que les autorités vont comprendre la situation pour corriger cet état de fait. Et de 2010 jusqu'en 2016-17, il y a eu beaucoup d'événements. Par exemple, le massacre de Zogota, où l'armée régulière a investi nuitamment le village de Zogota et a ouvert le feu sur le village, sur les villageois endormis, tuant de sang-froid 6 villageois. Et puis blessant des dizaines d'autres, certaines personnes arrêtées, et transférées à Nzérékoré, soumises à de la torture. Et cette situation, il y a eu une plainte qui avait été portée par les organisations de défense des droits de l'homme, mais cette plainte n'a pas autrement évolué, si bien que nous avons été obligés de nous tourner vers la Cour de justice de la CEDEAO, où nous avons attrait l'État pour violation des droits de l'homme. Et ce dossier est actuellement en cours. Il y a aussi beaucoup de dossiers, notamment de torture, qui se sont révélés particulièrement illustratifs des cas,
Par exemple, il y a eu le cas de Diogo, il y a eu le cas de Alceni Camara, il y a eu le cas de Diala Maurice, il y a eu beaucoup d'autres cas. Donc nous avons porté au moins 2 cas devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et je crois que le premier cas, la Guinée a été condamnée à payer 45 millions de francs CFA. Le deuxième cas, la Guinée a été condamnée à payer 940 millions de francs guinéens pour réparer les préjudices résultant de ces cas de torture. Et le troisième cas actuellement, c'est le cas de Zogota qui est en examen devant cette juridiction communautaire. Il y a d'autres cas pour lesquels on a porté plainte au plan interne, le cas de Diogo qui a été torturé dans la forêt de Kakimbo, où un seul officier a été condamné, notamment le commandant Walto. Je crois qu'il a été reconnu coupable et condamné à 6 ans de prison. Il est actuellement en train de purger sa peine. Donc nous avons d'autres cas sur lesquels nous travaillons et qui feront l'objet de plaintes. Il y a aussi beaucoup d'autres cas portés devant la justice guinéenne pour lesquels il n'y a pas encore de réponse judiciaire. Donc les droits de l'homme, c'est difficile et surtout le contexte politique actuel est propice encore à de la violation des droits de l'homme. Quand on sait que depuis un certain moment, on a interdit toute manifestation en République de Guinée, mais sur la base d'un texte illégal qui fait l'objet d'annulation devant la Cour suprême, action introduite par l'OGDH et les mêmes droits pour tous au nom du CODOM. Le CODOM, c'est la coalition des organisations de défense des droits de l'homme contre un nouveau mandat. Donc il y a beaucoup de situations, beaucoup de violations des droits de l'homme. Donc il est important de dire que la Guinée doit pouvoir changer de méthode de gestion en 2020. Les Guinéens ont besoin d'expérimenter un nouveau leadership, une nouvelle gestion de la chose publique pour voir ce à quoi ça peut aboutir. On a expérimenté le régime actuel depuis 2010, juste maintenant, ça fait 9 ans. Nous savons les résultats, nous savons la situation sur le terrain. Nous sommes arrivés à une situation où chacun sait la réalité des choses. Vous savez, la Constitution a érigé en intangibilité constitutionnelle le principe, n'est-ce pas, de la limitation et de la durée du mandat. Ce n'est pas pour rien, c'est pour éviter qu'on ne reprenne, qu'on ne retombe dans des situations. En 2010, la situation a permis une nouvelle élection. Il y a eu un nouveau président de la République. Donc il a fait 5 ans. Après 5 ans, je pense qu'à la fin de ces 2 bails à la tête de l'État, il doit pouvoir remettre les clés de Secretariat à une nouvelle, à un nouveau président qui serait élu par les Guinéens pour continuer le travail. Ce qu'il a fait déjà, c'est bon. Alors, on revient sur ce plateau. L'émission Starcom se poursuit avec notre invité, M. Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme, membre du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. Alors, M. Diallo, vous venez de suivre la réaction de Maître Frédéric Loa de l'ONG Même Droite pour tous, concernant les droits de l'homme, bien sûr, en Guinée. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, c'est que je partage totalement ce qu'il a dit. Vous avez vu, les droits de l'homme sont malmenés actuellement en République de Guinée, sont systématiquement violés. Et il a donné des cas vraiment illustratifs. Oui. Alors, à votre avis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour le respect strict des droits de l'homme dans notre pays, surtout avec ce contexte politique actuel? Ce contexte politique actuel, d'abord, à mon avis, je l'ai toujours sollicité, j'ai toujours lancé un appel solennel à l'endroit du président de la République, de faire une déclaration solennelle sur le respect des libertés fondamentales et les droits de l'homme en République de Guinée. Vous avez vu aujourd'hui combien de fois, depuis qu'il avait dit que lui, il s'en foutait pas mal il ne lit pas les journaux, il ne regarde pas les télé guinéennes. Vous avez vu combien de fois les journalistes sont malmenés, si bien qu'à la suite de longs combats, d'une longue lutte, il y a eu l'article 7 de la Constitution guinéenne qui protège, qui garantit la liberté d'expression, la liberté d'opinion en République de Guinée. Et mieux, on est parti jusqu'à l'obtention d'une loi organique, la loi L002, qui dépénalise les délits de presse en République de Guinée. Oui. Si bien que parfois, il y a des magistrats qui mettent cette loi de côté en invoquant une loi dite cybercriminalité, et d'ailleurs qui s'est révélée tout récemment, qui n'a même pas été fait l'objet de promulgation au journal officiel de la République. Donc ça, c'est extrêmement grave.
c'est extrêmement grave. Donc ça, c'est simple. Donc si le président de la République prenait une déclaration solennelle pour dire qu'il s'engage dans une logique du respect strict des libertés fondamentales et les droits de l'homme, oui. Donc je pense que ça allait complètement changer. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je pense que les institutions doivent jouer exactement les rôles, doivent jouer pleinement les rôles. Aujourd'hui, on a une institution nationale indépendante des droits de l'homme, l'INDH. Oui. Même si, au départ, à l'origine, sa gestation avait causé beaucoup de problèmes, parce qu'il faut tout de suite le rappeler, ces institutions sont nées des principes de Paris. Les appellations peuvent varier de nom, mais l'institution guinéenne n'avait pas obéi à la feuille de route de principe de Paris au départ. Mais qu'à cela ne tienne, au moins, on avait vu l'ancien président, maître M. Mamadi Kaba, au moins qui dénonçait les violations des droits de l'homme de façon... À un moment donné, il était parti jusqu'à proposer, même si ça n'avait pas prospéré, à une commission d'enquête indépendante sur la répression des manifestants pendant les manifestations pacifiques. Vous voyez, donc aujourd'hui, il y a l'INDH qui ne bouge pas. L'INDH qui ne bouge pas. En principe, elle devait bouger. Elle devait œuvrer dans la stricte promotion et de protection des droits de l'homme. C'est son rôle fondamental. Elle ne le fait pas. Encore, il y a le Conseil supérieur de la magistrature suprême qui a en son sein une commission de discipline. Et cette commission de discipline peut sanctionner des magistrats indélicats. Malheureusement, on a vu des élections locales ici. Là encore, une fois, la Guinée s'est illustrée dans le mauvais sens. Donc le processus n'est même pas encore terminé. N'est même pas encore terminé. Procédé à l'installation des chefs de quartier. Des chefs de quartier. Et avec beaucoup de conséquences. Parce que vous savez, logiquement, c'est les plans d'action. Les plans d'action des collectivités locales sont validés par les conseils régionaux. Et les conseils régionaux ne sont pas mis en place jusqu'à présent. Oui. Il y a les conseils de quartier. Le processus n'est pas achevé jusqu'à présent. Vous voyez? Donc, on a suivi le bras de fer entre l'opposition républicaine et la mouvance en ce moment par rapport aux résultats des élections locales. Et l'opposition avait brandi des éléments de preuve que les magistrats avaient falsifié les procès-verbaux de centralisation. Aucun magistrat n'a fait l'objet de sanctions. Ou d'une arrestation. Ou d'une arrestation. Vous voyez? Donc, quand les institutions républicaines fonctionnent comme ça, c'est difficile. Aujourd'hui, le président américain... Vous dites par là qu'aujourd'hui, le non-respect des droits de l'homme, la responsabilité reste partagée. Oui, c'est-à-dire les institutions en charge, les ONG font ce qu'elles peuvent. Mais l'applicabilité, c'est l'État. C'est l'État. Et je vous rappelle que les ONG n'ont pas de policiers, n'ont moins de gendarmes. C'est de dénoncer, c'est de critiquer, c'est de proposer. Oui. Malheureusement, on a vu, à un moment donné, on avait un interlocuteur très efficace, très dynamique sur le terrain, en l'occurrence, monsieur le ministre Gassama Diaby, et vous avez vu... Il a démissionné de ses fonctions. Ah oui, mais que voulez-vous, quand le système, vous trouvez que le système n'est pas favorable, vous avez mené, peut-être vous êtes parti jusqu'à user les dernières ressources, et qu'est-ce que vous voulez? Alors aujourd'hui, monsieur Kali, vous qui évoluez dans le domaine justement du respect des droits de l'homme, comment travaillez-vous avec ce département des droits de l'homme en Guinée? Écoutez, est-ce que vous parlez du département des droits de l'homme actuellement en Guinée? Pour moi, ça n'existe pas. Oh. L'actuel ministre, il n'est même pas comparable. Moi, je n'ai pas vu ce qu'il a fait, sauf qu'il est parti la semaine dernière dans une famille à Wanindara, après qu'il y ait eu 2 morts dans une même famille, et que 2 morts par balle, et que le lendemain, 2 pick-up de la gendarmerie, selon les témoins, les parents des victimes, s'infiltrent encore dans la cour au moment où la famille était en train de recevoir les salutations d'usage, encore fait usage d'armes à feu. L'un des oncles d'une des victimes de la veille fut encore fracturé. Et c'est vrai, et que le ministre part dans cette famille au nom du gouvernement pour dire que c'est un accident. Moi, je lui ai dit tout simplement, c'est parce qu'il n'y avait pas un de ses fils. Sinon, il aurait dit que le gouvernement mette en place une commission d'enquête indépendante afin d'identifier les présumés auteurs de ces assassinats, les traduire devant les tribunaux. Moi, je pense que, voilà un peu, malheureusement, on est face à un système, et là où nous nous trouvons un paradoxe, c'est quand le président de la République, qui a œuvré pendant 40 ans
Et d'ailleurs, il aime le rappeler à chaque fois qu'il s'adresse à la politique, justement pour le règne de la démocratie. Et ce combat, c'était pour plus de démocratie, c'était pour plus de liberté, c'est-à-dire pour un état de droit. Malheureusement, que c'est à son temps qu'on est en train de voir tout ce qu'on est en train de voir. D'abord, une impunité érigée en mode de gouvernance. Et n'oubliez pas que l'impunité est le terreau qui favorise l'émergence des crimes. Parce que si vous voyez, aujourd'hui, on est en train de parler de 117 morts. C'est déplorable, c'est des comptes macabres qui fait même l'apologie de la violence, parce qu'à chaque fois de compter ces morts-là, c'est de faire l'apologie de la violence. Mais que voulez-vous? Et qu'il n'y ait pas, la justice ne bouge pas, écoutez, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique réelle. Tout récemment, l'exemple illustratif, c'est que vous vous en souvenez que depuis le 23 juillet 2018, l'actuel ministre ce gouvernement, d'ailleurs il faut le rappeler, c'est suite à la sortie du Premier ministre qui avait dit, entre la loi et l'ordre, il préfère l'ordre, même s'il reste à discuter si on peut avoir de l'ordre à l'absence de la loi. Vous avez suivi que le ministre de l'administration du territoire avait pris un acte depuis le 23 juillet, intimement, interdisant toute forme de manifestation en violation de la Constitution guinéenne en son article 10, en violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, en violation des droits, les valeurs et les principes qui ont fondé la charte de l'Organisation des Nations Unies, dont la Guinée est partie état de tous ces instruments relatifs à la promotion et à la protection des droits dont je viens de citer. Et d'ailleurs, il faut le noter, la Guinée est l'un des rares pays au monde qui ratifie tout ça. Mais malheureusement, vous avez vu, ce qui m'amène souvent à dire que la Guinée, en parlant des droits de l'homme, est à la fois un enfer et un paradis. Un paradis parce que tout ce qui est pour le respect de la dignité humaine, pour le respect de la personne humaine. J'ai rappelé à l'entame l'article 5 qui va jusqu'à sacraliser. La Guinée ratifie tout. Mais malheureusement, aujourd'hui... La mise en œuvre fait la mise en œuvre, non, on ne parle même pas de la mise en œuvre. Vous voyez ce qui se passe. Aujourd'hui, on est en train de déshumaniser la vie humaine. Non seulement elle est banalisée, vous avez vu le cas de ces 11 corps qu'on fait un mouvement de va-et-vient. Et il semblerait même, avant de les enterrer, difficilement aussi, parce il y a également des affrontements du côté de dont les forces de l'ordre n'ont même pas respecté la sacralisation des lieux de culte, y compris le cimetière où des gaz lacrymogènes avaient été jetés. Donc vous avez vu, selon des indiscrétions, même que certains corps seraient décomposés parce qu'on les avait à un moment donné enlevés de lieux appropriés pour la conservation, pour un autre endroit. Et c'est vrai. Donc quand un État arrive à un tel point, je dis c'est dangereux, c'est préoccupant. Et je pense que tous ceux qui doivent agir pour aider la Guinée à ne pas sombrer, c'est le moment opportun de le faire. Très important. Alors, nous marquons une nouvelle pause. On se retrouve tout à l'heure pour continuer bien sûr les débats sur ce plateau. Cette fois-ci, nous allons vous proposer un autre entretien, une autre interview réalisée bien sûr par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient dans un instant. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Alors, on revient sur ce plateau, chers téléspectateurs. Le débat se poursuit avec, bien sûr, notre invité, M. Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme, membre du programme, disons, Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. Alors, M. Diallo, nous allons vous proposer une autre interview, un autre entretien réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV, toujours lié au respect des droits de l'homme. On revient sur ce plateau pour continuer le débat avec vous. Depuis le 25 juin 2019, la Cour suprême de Guinée s'est prononcée sur le pourvoi formé par les victimes contre l'arrêt de la Cour d'appel, qui a requalifié les faits du 28 septembre, disant que ces faits-là, ce sont des faits ordinaires, ce ne sont pas des crimes contre l'humanité. Donc voilà la situation de la procédure. Aujourd'hui, l'instruction est terminée. Si le gouvernement a la volonté politique réelle, on peut ouvrir le procès, ne serait-ce que le 28 septembre à titre symbolique, parce que 28 septembre 2019, ça fera une décennie que ces massacres ont été commis au stade du 28 septembre. Et les jours qui ont suivi, parce qu'il faut préciser,
ces événements douloureux-là, les cas de viol, de torture et de disparus, ont été commis le lundi sanglant 28 septembre 2009, mais aussi les jours qui ont suivi. Il y a eu des cas de viol, des cas de torture dans le camp Koundara. Il y a eu des gens qui ont été embarqués dans un conteneur, conduits là, on ne sait pas. Au camp Al-Faya aussi, il y a eu des tortures. Donc, que l'on sache que les massacres là, ce n'est pas en un seul jour. C'est environ 2 semaines, voire 3 semaines. Ensuite, ce que nous devons préciser, ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, la gravité de ces faits, c'est le fait que nous, les hommes guinéens, nous avons osé violer nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles. C'est ce qui fait vraiment la gravité de ce dossier. Quand vous écoutez les témoignages de ces victimes-là, c'est difficile à expliquer et c'est pourquoi nous disons que ce sont des crimes contre l'humanité. Maintenant, si vous prenez sur le plan juridique, lorsqu'on a inculpé le capitaine Moussa Dadis Camara et M. Toumba Diakité, les juges ont visé l'article 28 du statut de Rome, 17 juillet 1998. Au-delà, un autre argument juridique valable, c'est que le réquisitoire du 8 février 2010 a visé le rapport international d'enquête des Nations Unies, un rapport qui a été fait par 3 grands juristes africains, et ce rapport est versé dans le dossier du 28 septembre 2009. Un autre argument juridique aussi valable. Cette affaire, elle a connu l'examen préliminaire, si vous voulez, la Cour pénale internationale par le bureau du procureur, Madame Bensouda. Ils ont ouvert l'enquête préliminaire. Ce qui signifie quoi? Que la Cour pénale internationale observe la Guinée, voir si la Guinée a la volonté et la capacité de trancher cette question, de régler la question des massacres du 28 septembre 2009. Et dans cet examen préliminaire, la Cour a effectué 16 missions pour rencontrer les juges, pour rencontrer le gouvernement, pour rencontrer aussi, surtout, le ministre de la Justice. Donc, et chaque fois que la Cour venait, depuis 2010-11, ça correspondait le plus souvent à une inculpation ou bien à l'audition d'un témoin, etc. Ou bien on fait accélérer la procédure, on auditionne les victimes. C'est pour vous dire que jusqu'à la fin de cette affaire, nous considérons que ce sont des crimes contre l'humanité. Et ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. Ce sont des crimes où il n'y a pas d'immunité. C'est-à-dire même si vous êtes chef d'État, vous êtes ministre, ou vous êtes président de la République, vous devez être jugé pour ces faits-là. Nous avons toujours demandé à ce que le gouvernement décharge ces personnes qui sont inculpées dans des crimes atroces comme les crimes contre l'humanité. Mais c'est que le gouvernement a totalement refusé jusqu'à aujourd'hui. En tant qu'avocat et en tant que droit de l'homiste, c'est que sincèrement, il n'y a pas une volonté politique réelle pour connaître les massacres du 28 septembre en Guinée. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'une personne soit poursuivie pour des crimes commis au stade, qu'on les qualifie de crimes ordinaires ou de crimes contre l'humanité, que cette personne bénéficie des promotions, voire même est ministre, occupe de hautes fonctions, avec tout ce que vous connaissez en Afrique noire. Ça, c'est une façon de larguer les victimes. Quand il n'y a pas la volonté, on ne peut pas espérer. Vous savez, le procès concernant l'attaque du domicile du président de la République en juillet, je crois, 2011. Oui. J'ai compté le procès jour pour jour, c'est 2 ans, c'est fini. Il y a un arrêt, une décision qui est tombée au niveau de la Cour d'appel de Conakry. Oui. Pourquoi on peut attendre 10 ans? Ça, c'est une preuve qu'il n'y a pas de volonté. Et avec cette situation sociopolitique difficile, je vois mal comment le gouvernement va organiser un procès vraiment juste et équitable. Parce que nous exigeons, premièrement, que le capitaine Moussa Dadis Camara regagne le pays. Et nous exigeons aussi que la Cour d'appel de Conakry se prononce sur la plainte que
un certain nombre de victimes ont porté contre le général Sekouba Konaté qui est à Paris. Nous, quand il y a une plainte, nous ne disons pas que la personne est coupable. La personne, elle est présumée auteur des faits. Donc, il faut que la cour d'appel de Conakry, bientôt, ça fera 2 ans, parce que la plainte contre le général Sekouba Konaté a été introduite, je vous rappelle, le 26 septembre 2017. Notre appel est là et pendant. C'est que nous avons déploré aussi concernant, parce qu'aujourd'hui, l'instruction elle est close et les décisions de justice appartiennent à tout le peuple de Guinée. Même si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez vous rendre devant une juridiction, vous dites que vous voulez tel jugement, parce qu'on dit que les jugements sont rendus au nom du peuple. Ce qui nous fait mal, qui prouve encore le manque de volonté du gouvernement guinéen. On nous dit qu'on ne peut pas examiner cette plainte du général Sekouba Konaté parce que les juges soutiennent dans cette ordonnance rendue en octobre 2017 qu'ils n'ont pas pu retrouver l'affiliation du général Sekouba Konaté. Ça, juridiquement, ce n'est pas possible. Le tableau est très triste. C'est que depuis 2009, depuis les massacres, je peux dénombrer qu'il y a au moins 30 ou 40 victimes qui sont décédées. Et le dernier décès en date, c'est M. Yero-Jules Diallo, qui est de surcroît le vice-président de l'association des victimes des massacres du 28 septembre, qui est décédé le 17 juillet 2019. Et je vous dis, M. Diallo Yero-Jules, avant qu'il ne décède, il est resté à l'hôpital Jean-Paul II pendant 2 semaines. Je lui ai rendu visite un dimanche, le dernier dimanche avant son décès. Il me dit, maître, on m'a prescrit, il faut que je fasse un scanner de la tête. On me demande 2 millions de francs guinéens. Et tu es convaincu qu'après ce scanner, je dois acheter des produits. C'est extrêmement coûteux. Et nous, on avait décidé au sein de notre organisation et au niveau aussi de l'OGDH de faire des contributions. L'émission Starcom se poursuit. Sur ce plateau, nous entamons le dernier virage de cet autre numéro de la semaine avec bien sûr notre invité, M. Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme, membre du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. Alors, M. Diallo, vous venez de suivre cette interview réalisée par Starcom avec bien sûr Maître Amidou Bari concernant la violation des droits de l'homme en Guinée, notamment le dossier du 28 septembre. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, ma réaction est que le dossier du 28 septembre, en principe, devait être un dossier test pour non seulement la juridiction guinéenne, parce que souvenez-vous, non seulement le président de la République, quand il est venu, il a exprimé une volonté d'aller à une réforme du secteur de sécurité, y compris du secteur judiciaire. D'ailleurs, en 2011, il y a eu les états généraux de la justice, dont des recommandations avaient été faites. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons et l'histoire se répète. Vous avez vu les événements du 28 septembre. Aujourd'hui, on parle de plus de 100 disparus. Et souvenez-vous que l'association des victimes de Kambouaro, depuis les années 50 jusqu'à présent, court derrière l'État afin que la lumière soit faite sur ce dossier. Oui, pas seulement que la lumière soit faite, mais que vous savez qu'il y a des charniers dont l'État avait mis, je ne sais pas comment on dit, secret de défense, jusqu'à présent de lever ça et de restituer les parents et amis, les corps, afin que ceux-ci soient enterrés dignement, malheureusement. Et la même chose s'est répétée lors des événements du 28 septembre, déportés disparus. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je veux dire, il a clairement dit qu'il y a un manque de volonté politique réelle. On ne peut pas comprendre que le ministre de la République soit inculpé à un tel dossier et qu'il continue à bénéficier, de la confiance. Mais vous avez suivi, M. Diallo, le budget qui avait été demandé justement par le ministre de la Justice de l'époque, Maître Cheikh Sako. Est-ce que la Guinée a aujourd'hui les moyens de sa politique pour la tenue de ce procès? Les moyens de sa politique. Je dis que depuis qu'il y a eu ces événements, il y a eu l'implication de la communauté internationale, l'implication des partenaires guinéens, des partenaires de la Guinée sur le plan des partenaires techniques et financiers. Et je rappelle que l'Union européenne s'est tout de suite manifestée à travers la FIDH, ce qui a permis l'accompagnement juridique donc de plus de 400 témoins
afin d'être entendus devant le pool des juges. Il y a que les États-Unis avaient annoncé leur appui, il y a que l'Union européenne, je l'ai dit, il y a que la France et autres. Sur le plan de renforcement des capacités de magistrats, sur le plan infrastructurel, il y a tout ça. Mais malheureusement, vous avez vu, ça a pris. D'ailleurs, maintenant, on est à la 17e mission de la Cour pénale internationale. En Guinée. Oui, parce que vous savez, la Guinée a ratifié les traités de Rome. Cela suppose quoi? Cela suppose aujourd'hui que si, à un moment donné, l'État guinéen montrait l'incapacité ou un refus de juger ces crimes-là, commis-là, que la Cour pénale a la latitude de s'autosaisir. Parce que vous savez, c'est une cour qui vient et conformément à son article 17, c'est une cour de complémentarité. C'est quand on note un manque de volonté politique réelle à l'interne ou incapacité à l'interne que la cour s'autosaisit ou alors qu'on saisit la cour. Bien, vous vous en souvenez, dès après qu'il y a eu ces événements, le Conseil de sécurité s'est retrouvé immédiatement, en conseil extraordinaire, a saisi la Cour pénale internationale. Et il y a eu une commission d'enquête indépendante qui est venue à travers ce rapport. C'est que encore, là où on voit vraiment le mépris de l'État guinéen à l'endroit de ces... Non seulement il l'a rappelé, c'était le Forum des forces vives qui avait appelé à cette manifestation contre, disons, en ce moment, l'argument, la sédentarisation encore de l'armée au pouvoir, le CNDD au pouvoir. Oui. Mais il est totalement incompréhensible aujourd'hui qu'il y ait une victime, c'est-à-dire le président de la République, le RPG, était membre du Forum des forces vives. Que cela prenne du temps au temps, ça même, si bien que la loi guinéenne, parce que la loi guinéenne aussi permet une assistance provisoire des victimes, jusqu'à avant qu'elles ne soient rétablies dans leurs droits. Parce que les victimes, en matière de droits de l'homme, qu'elles soient guinéennes, qu'elles soient sénégalaises, haïtiennes ou alors Cambodge, elles ont trois droits fondamentaux. C'est le droit à la connaissance de la vérité, le droit à la justice et le droit à la réparation. Alors, en principe, l'État guinéen, oui, au moins, aurait pu accorder une somme pour une indemnité provisoire afin que ces victimes-là, parce qu'il faut noter un caractère aussi social et psychologique. Il y a de ces femmes, plus de 100 femmes avaient été victimes du viol collectif selon ce rapport. Oui. Et beaucoup avaient été répudiées par leur mari. Vous savez que c'est ce que cela fait chez nous, oui, sur le plan social. Donc psychologiquement, et ces femmes sont éparpillées un peu partout. Certaines vivent ici, d'autres ailleurs, et difficilement, elles ont besoin de soins sanitaires, elles ont besoin d'assistance psychologique, et tant d'autres, l'État guinéen ne fait pas face. Alors, oui, quand vous voyez tout ça, écoutez, c'est clair qu'il n'y a pas une volonté politique réelle d'aller au rétablissement des victimes dans leurs droits. Alors, de façon résumée, aujourd'hui, quel message avez-vous à lancer aux autorités guinéennes et à la communauté internationale de façon résumée? La communauté internationale, je dis encore une fois, beaucoup s'accordent à dire que s'il y a une instabilité politique réelle en Guinée, ça risque d'affecter toute la région ouest-africaine. On ne le souhaite pas pour notre pays. Il y a quand même, j'ai salué quand même, parce que là c'est une grande première, le communiqué conjoint au lendemain du 14, communauté conjointe, Nations Unies, Union africaine, OIA, ambassade de France, États-Unis, Union européenne, appelant au respect du cadre constitutionnel à la République de Guinée, je pense. Mais je pense que les partenaires techniques et financiers peuvent aller au-delà. Quand vous prenez aujourd'hui le budget national et l'Union européenne en contribue, quand vous prenez beaucoup d'autres choses, la réforme étant d'autres, il y a que les partenaires techniques et financiers qui interviennent, qui aident la Guinée. Je pense qu'il faut conditionner cela maintenant au respect des droits de l'homme. Ça, c'est très important. Sinon, je dis encore une fois, je dis, et on ne peut pas mieux dire que Kofi Annan, qui a dit, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement sans la paix, il n'y a pas de paix sans la sécurité. Par contre, il n'y a ni paix, ni développement, ni sécurité quand les droits de l'homme sont violés. Monsieur Diallo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est qu'un devoir à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin ce autre numéro de Starcom. Comme vous l'avez constaté, nous vous remercions pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la régie pour la réalisation de cette émission. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle.